Chantez Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entrissons au grand de l'église, mais nous pauvres car nous n'avons pas de chemise. C'est nous les cavaliers, nous sommes connus. Bonjour à tous, nous sommes le 6 octobre 2025. L'ordre de tirer sur la foule a provoqué les émeutes du 27, 28, 29 juillet 1830 et le peuple de Paris a érigé des barricades. Le roi Charles X, lui, est déjà parti à Saint-Cloud et ensuite il part à Rambouillet, donc il a bien vu qu'il fallait se sauver. Et le pauvre maréchal Marmont se retrouve sans roi, sans consigne et sans appui. Il finit lui-même par évacuer Paris le 29 juillet. Donc le 29 juillet, il n'y a plus personne. Le roi est parti, l'armée royaliste est partie. Voilà, le peuple de Paris se retrouve seul en face de lui-même. Et ce peuple de Paris est divisé entre deux tendances. Certains voudraient quand même le retour de la République, mais ils se disent bien qu'avec les royalistes, ça va être un gros problème. Et d'autres préféreraient un roi constitutionnel qui apaiserait les choses. C'est comme ça qu'on va arriver à Louis-Philippe. 1 millier de morts quand même pendant les fameuses Trois Glorieuses, hein, voilà. Et c'est une vraie révolution, les Trois Glorieuses. Le peuple de Paris est maître de la capitale. Et maintenant, c'est que faire. Voilà. Alors, le drapeau tricolore est tout de suite hissé sur le Louvre et les Tuileries. C'était le symbole que Louis XVIII avait éliminé puisqu'il était revenu au drapeau blanc. La garde nationale est reconstituée. Ça, c'est important parce que la garde nationale, en fait, c'était une milice populaire qui avait pour but de protéger le peuple de Paris. Et c'était Lafayette qui en était le commandant en chef. Et Lafayette, qui a maintenant 74 ans, hein, est reconduit commandant en chef de la garde nationale. Donc c'est un retour un petit peu à l'esprit de 89, vous voyez, 89-90. Et on a ce magnifique tableau de Delacroix, Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Le titre exact, c'est 29 juillet 1830, la liberté guidant le peuple. On va un peu s'arrêter sur ce tableau. On a déjà le symbole central, c'est une femme dénudée, seins nus, à une époque où le divorce est interdit, vous voyez. Une femme énergique, hein, c'est pas une midinette, hein, qui brandit à la fois le drapeau tricolore et qui a un fusil à la main et qui avance pieds nus. Donc c'est une femme du peuple. Ça c'est un symbole très fort, je pense, de la République. Et le titre, c'est bien la liberté guidant le peuple. Et je trouve que la notion de liberté est très importante parce qu'elle est éternelle. Aujourd'hui aussi, on pourrait considérer que ce tableau représente, si un jour il y avait une émeute, une illustration contemporaine. Cette femme, cette égérie républicaine est auréolée de lumière. Vous voyez, la lumière est concentrée autour d'elle. Elle est au sommet d'une sorte de triangle ici, constitué du peuple de Paris. En bas, on a les morts. Hein. Et puis le peuple de Paris, on a Gavroche ici, c'est le symbole que va reprendre Victor Hugo, hein, l'enfant de Paris, hein, le gamin de Paris, avec des pistolets. Hein. Derrière, on a ici un ouvrier, un artisan, qui est habillé dans la tenue d'artisan. Ici, avec le gibus, on pense que c'est un bourgeois libéral, ça peut être un avocat, un journaliste, un clerc, un notaire, vous voyez, c'est quand même une petite bourgeoisie qui aspire aussi à la fin du régime. Et tout au fond ici, on a un bicorne des élèves de Polytechnique. Donc ça veut dire que les étudiants sont aussi dans ce peuple guidé par la liberté. Et donc Delacroix donne une sorte de vision du peuple qui n'est pas monolithique. Voilà. Ce n'est pas un peuple de sans-culottes, c'est un peuple qui constitue la société parisienne de l'époque. Voilà. Elle a le bonnet phrygien, cette égérie-là. Et le bonnet phrygien, c'était le symbole des esclaves affranchis sous la Rome antique. Et c'était le symbole de la lutte pour l'affranchissement. C'est la citoyenneté retrouvée, en fait, qui est exprimée ici par le tableau de Delacroix. Mais il l'a fait dans un instantané. Ouais. Il l'a fait en 1830. Au moment des événements. Pratiquement. Il l'a fait en 1830. C'est spontané, effectivement. Voilà. On arrive, puisque le roi est parti et que Marmont a suivi le roi,
On arrive à la fin de l'insurrection. Et les républicains comptent sur Lafayette. Les républicains voudraient bien que Lafayette, qui reste un symbole républicain, même si Lafayette, quand même, je rappelle qu'en 92, il a fait partie des immigrés. Il a quitté la France en 92. Enfin, il reste un symbole républicain et on lui demande de prendre la tête du mouvement républicain. En même temps, beaucoup sont conscients que le choix de la République provoquerait encore des conflits avec pas mal de royalistes et ils se demandent si c'est la bonne solution. Alors il y a les monarchistes modérés qui espèrent la candidature du duc d'Orléans, Louis-Philippe, qu'on va voir tout à l'heure. Entre ces deux partis, ça va se jouer à peu de choses et finalement on va voir que Lafayette arrive, lui-même symbole de la République, enfin voulu pour gouverner la République, va lui-même proposer l'intronisation en quelque sorte de Louis-Philippe. Là, vous avez le tableau en grand parce que ça montre qu'en fait, moi j'ai dit mais pourquoi il a coupé le drapeau? Mais en fait, dans l'original, le drapeau est coupé. Là, on voit sur le perron de l'hôtel de ville Lafayette qui présente au peuple Louis-Philippe et Louis-Philippe est acclamé comme le roi citoyen. On va vers l'adoubement de Louis-Philippe. C'est intéressant de voir, j'en ai profité pour mettre à propos de Louis-Philippe, là on va en parler plus en détail, comment dire, un rappel ici de toutes les dynasties qui nous amènent jusqu'à Louis-Philippe. C'est quand même important d'avoir à l'esprit, parce qu'il y a une logique dans la suite des dynasties. Alors je vais vous poser quelques cols. Quel a été le nom de la... Je ne vous montre pas les réponses. Ceux qui ont reçu le fichier l'ont peut-être regardé, puis il y a des petits malins. Quel a été le nom de la première dynastie en France? Des rois, les premiers rois. Avant les Capétiens? Oui. Les Robertiens? Oui, mais avant encore. Oui, c'est bien. Pas beaucoup de gens connaissent les Robertiens. Oui, c'est Dagobert. Alors les premiers. Michel, si tu sais, tu peux répondre. Alors, qui a été le premier roi de France, couronné vers 500 après Jésus-Christ? Clovis. Clovis. Voilà, Clovis. Alors un bon point pour Jérôme. Clovis. Alors, donc Clovis est le fondateur de la première dynastie. Mais elle s'appelait comment cette dynastie? On l'a fait à l'école au CE1, CE2, ça. Voilà, c'est bien les Mérovingiens. Alors pourquoi, oui, j'ai déjà dit, mais pourquoi on ne les a pas appelés les Cloviciens alors? Pourquoi les Mérovingiens? Parce que ça, vous ne pouvez pas le savoir. Parce que le nom du grand-père de Clovis s'appelait Mérové. Et donc, comme Clovis est arrivé, on les appelait les... Alors je sais pas si, je pense que c'est les historiens qui ont trouvé cette appellation. On les appelait les Mérovingiens parce que c'est le nom du grand-père de Clovis, qui était un personnage un peu mythique, un peu légendaire, mais enfin, il s'appelait Mérové. Alors, et après les Mérovingiens, on a qui? Bien, Geneviève, très bien. Alors, après, les Carolingiens. Et alors, le nom carolingien, ça vient de quel personnage? Charlemagne. Oui, c'est Charlemagne, mais avant encore Charlemagne, qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 1732. Charles Martel. Ça vient de Charles Martel. Ce qui est amusant, c'est que vous voyez, les Mérovingiens ici doivent leur nom à Mérové qui n'a pas été roi. C'était le père de Clovis. Et les Carolingiens doivent leur nom à Charles Martel qui n'a pas été roi non plus. C'était le maire du palais. Voilà. Et grand-père de Charlemagne. Voilà. Alors ensuite arrivent les Robertiens, comme disait Régine. Et le premier Capétien va arriver en 987, c'est Hugues Capet. C'est lui le fondateur de la dynastie des Capétiens. Hugues Capet est un Robertien qui a néanmoins fondé la dynastie des Capétiens. Il était l'arrière-petit-fils de Charlemagne par une filiation féminine. Donc, pas en ligne directe. Mais... Alors, ces Capétiens-là, je vous ai mis, pour que vous compreniez mon tableau, parce que c'est un peu compliqué. En vertical, vous avez la descendance chronologique par dynastie. Et en horizontal, vous avez la succession chronologique des dynasties. Parce que si je ne pouvais pas continuer en vertical, sinon ça faisait plusieurs pages. Donc j'ai rassemblé, voilà. Il faut descendre et après faire un pas de côté pour voir la dynastie suivante. On va arriver à Louis-Philippe. Les Capétiens, on connaît les noms. Alors j'ai mis les principaux. On a Philippe Auguste, on a Saint-Louis qui est très important parce que à partir de Saint-Louis, il y a une bifurcation qui va donner les Bourbons, mais on va voir ça tout à l'heure. Saint-Louis, Philippe le Bel, dernier grand roi capétien. Philippe le Bel a 3 fils
Louis X, Philippe V et Charles IV. Et ces trois fils eux-mêmes n'ont pas de descendants directs. Louis X a eu un fils mort-né qu'on a appelé le roi posthume. Il a vécu 5 jours, le pauvre petit, il est mort. Ensuite, la succession, Philippe V, à ma connaissance, n'a pas eu de descendants, puisque c'est le frère cadet, Charles, le Benjamin en fait, Charles IV qui devient roi de France, et Charles IV meurt sans héritier mâle, en 1328. Et donc on est bien embêté parce qu'on n'a plus en descendance directe de Capétiens. Alors c'est là que les sages de l'époque, il y avait quand même des juristes qui parlaient latin et qui écrivaient la loi en latin, qui étaient quand même des érudits, qui ont décidé une application officielle de la loi salique. La loi salique venait des francs saliens, qui était de dire, les francs saliens disaient, la propriété de la terre ne peut pas se transmettre à une femme. C'est des machos les francs, ce n'étaient pas des féministes. Les pauvres filles n'étaient pas héritières des terres de leur père. Il fallait qu'elles se marient, etc. Ça c'est la loi salique. En fait c'était un usage en France, puisqu'on voit bien qu'il n'y a que des descendances masculines, mais c'était un usage. Mais en 1328, il y a péril dans la demeure, car l'absence de descendance de Charles IV fait que une fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, dit mais c'est à moi d'être la reine. Sauf qu'Isabelle de France avait épousé le roi d'Angleterre Édouard II et qu'elle avait un enfant qui s'appelait Édouard III, qui était un prince anglais. Et donc si Isabelle de France avait été reine de France, ensuite c'était son fils Édouard III qui était un prince anglais qui devenait roi de France. Là, ils ont dit, c'est hors de question, on ne peut pas mettre un Anglais sur le trône de France. On va arriver à la guerre de 100 ans. Bon. Les juristes de l'époque ont officialisé la loi salique, et alors ils l'ont écrit, c'est devenu des textes juridiques qui à l'époque étaient en latin, puis qui ensuite, peut-être ont été traduits, disant qu'en aucun cas, une princesse, une fille, ne pouvait hériter du trône. C'est grâce à cette loi, grâce ou à cause de cette loi, que finalement, on va chercher quelle était la descendance. Alors, si une femme ne peut pas descendre directement, devenir reine directement, on va chercher la branche cadette. Et là, il fallait remonter à Philippe le Bel, qui avait un frère cadet, donc Charles de Valois. Ce frère cadet va fonder la dynastie des Valois, et par descendance de ce frère cadet, on va arriver à Philippe IV de Valois, neveu de Philippe le Bel, qui va succéder comme roi de France à Charles V. Vous voyez, ça se fait comme ça, 1328-1328. Grâce au frère cadet de Philippe le Bel, on trouve un roi de France qui n'est plus qui vient des Capétiens, mais qui est déjà un Valois. Et c'est comme ça que la dynastie des Valois va exister pendant quelques temps, pendant 2 siècles, puisqu'il y a quand même des Valois célèbres qui vont, donc la guerre de 100 ans va arriver, des Valois célèbres qui vont apparaître. Jean le Bon, qui a fait la guerre de 100 ans, on l'a vu, on le voyait contre un arbre se battre à l'épée contre les Anglais avec son fils à côté, etc. Louis XI, qui est un Valois, François Ier, un Valois très célèbre, Henri III, et Henri III à nouveau, dans 1589, n'a pas d'héritier. On ne sait pas pourquoi, son épouse n'a pas donné, il était marié, mais il n'a pas eu d'héritier. Et alors là, pareil, au long de la loi salique, on va aller chercher qui peut bien être héritier de la couronne de France en cherchant la branche cadette. Et là, il faut remonter à Saint-Louis. Saint-Louis, le 6e fils de Saint-Louis s'appelait Robert de Clermont. Ce Robert de Clermont était un duc, mais il n'était pas encore Bourbon. Et pour devenir Bourbon, il va épouser une vieille famille, vous voyez, on remonte loin là, une vieille famille seigneuriale française, la maison des Bourbons. Il va épouser Béatrice de Bourbon. Alors le Bourbonnais, c'est l'Allier, le département de l'Allier. C'est ça leur territoire. Cette Béatrice de Bourbon, elle accepte le mariage avec Robert de Clermont parce qu'elle est d'une vieille famille seigneuriale, mais qui n'est pas une dynastie ducale, vous voyez. Ils n'avaient pas des ducs, c'était des comtes. Or, Robert de Clermont, en tant que fils, en tant que frère de Saint-Louis, lui, a le titre de duc. Donc Béatrice de Bourbon, ça l'intéresse de donner à sa descendance le titre de duc, parce que c'était le plus haut grade dans la noblesse. Elle épouse Robert de Clermont, qui devient sire de Bourbon en 1283. De leur mariage descend une dynastie ducale des Bourbons. Et en descendant cette dynastie, on se rend compte qu'en 1589, il existe un certain Henri de Navarre
qui vient de c'est la 9e génération après Saint-Louis, qui descend de Saint-Louis en tant que neveu, par son frère, qui est seigneur de Bourbon. Et c'est donc Henri de Navarre qui fonde la dynastie royale des Bourbons. Avant, elle était ducale, elle devient royale. Henri de Navarre est le premier roi Bourbon, en 1589. Alors là, les Bourbons, on connaît, maintenant, on connaît mieux Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X sont tous des Bourbons. Bien. Et le problème de la succession se repose à nouveau. Alors je ne reviens pas sur l'assassinat du duc de Berry, qui était le dernier descendant des Bourbons, qui a été assassiné, bref, là, ce serait trop long. On arrive à Charles X, qui s'enfuit en 1830, là on est revenu à l'époque actuelle, et qui n'a donc pas de descendant, puisque le duc de Berry est mort. Il a un descendant, le fils du duc de Berry, mais qui a fui avec lui. La France se retrouve sans descendant. Et comment est-on arrivé à Louis-Philippe? Eh bien, là, il faut remonter à Louis XIV. Les rois que j'ai entourés en rouge, ce sont les Carrefour. C'est ceux qui donnent une dynastie cadette, vous voyez. Le frère de Louis XIV s'appelait Philippe Ier de France, duc d'Orléans. C'est là qu'on arrive à la famille des d'Orléans. Pareil, dynastie ducale, les ducs d'Orléans descendent là, jusqu'à... Alors, Louis-Philippe d'Orléans va devenir... Non, pardon. Louis-Philippe Joseph d'Orléans va devenir Philippe Égalité, c'est le père de Louis-Philippe, qui a été guillotiné pendant la Révolution française. Le dernier d'Orléans, c'est Louis-Philippe Ier d'Orléans, qui est un descendant de Louis XIV, par la branche cadette du Philippe Ier, duc d'Orléans. Vous voyez. Donc il a une légitimité, voilà, royale. Bon. Alors, à partir de là, les royalistes se divisent en deux camps. Il y a ceux qui acceptent la descendance de Philippe d'Orléans au titre de la branche cadette, et d'autres qui disent pas du tout. Le descendant logique des Bourbons, ça s'appelle les légitimistes. C'est le fils du duc de Berry qui est mort, qui est né après la mort de son père et qui est devenu le comte de Chambord. Voilà. Les royalistes sont partagés entre orléanistes, branche cadette, et légitimistes. Et en plus, cette séparation a un côté politique, puisque les légitimistes sont globalement pour le retour à l'Ancien Régime, c'était la filiation de Charles X, l'Ancien Régime, alors que les orléanistes sont partisans de la monarchie constitutionnelle. Ils sont beaucoup plus ouverts à la modernité du temps, à l'idée que le roi règne, mais il ne gouverne pas. Il y a un gouvernement autour, il y a une constitution. Voilà. Voilà comment on est arrivé à Louis-Philippe. Ouais, c'est quand même intéressant de refaire la... Et ça, vous aurez ce tableau dans le cahier qu'on va éditer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier le cas du papa de Philippe Égalité, parce que quand même, c'est très impressionnant que son père ait été guillotiné dans la Révolution française. Dire un mot sur Philippe Égalité, le père de Louis-Philippe. Alors Philippe Égalité, au départ, il s'appelait Louis-Philippe Joseph, duc d'Orléans. Hein. C'est lui qui a voulu qu'on l'appelle Philippe Égalité. C'est un cousin de Louis XVI, et c'est un des princes les plus riches de France parce qu'il a, par héritage, de nombreux domaines dans l'Île-de-France, et c'est donc l'une des familles les plus riches de France. Bon. Il vit au Palais Royal, qu'il a magnifiquement restauré. Palais Royal, je vous ai mis une petite photo un peu plus bas, on la verra tout à l'heure. C'est très beau le Palais Royal, c'est un lieu de promenade des Parisiens d'ailleurs. C'est un noble très riche, mais qui se pique d'idées de philosophie des Lumières. Vous voyez, il se veut libéral, c'est un franc-maçon, il s'identifie aux républicains américains, parce qu'il y a eu toute une catégorie de nobles qui, après l'indépendance des États-Unis, ont pris fait et cause à l'image de Lafayette pour les Américains. Les républicains américains étaient très à la mode à Paris. On se souvient que même sous Louis XVI, Benjamin Franklin était venu en redingote roturière dans la cour de Louis XVI. Il n'y avait que des poupées magnifiques avec des perruques blanches, des mouches sur le visage, et on voyait au milieu ce Benjamin Franklin qui ressemblait à un vrai roturier, quoi. C'était l'esprit américain, très populaire, très simple en fait, et ça a fait quand même florès dans la mentalité. Les nobles français se sont piqués d'amitié américaine à ce moment-là, à l'image de Lafayette. Alors oui, quand même, Louis-Philippe adhère aux États généraux. Dans les États généraux, il adhère aux tiers-États. C'est-à-dire qu'il ne va pas siéger avec les nobles, il siège aux tiers-États. Donc déjà, il est en rupture. En 89, c'était pas évident pour un noble d'aller quand même...
Il y a eu quelques abbés qui l'ont fait, comme l'abbé Sieyès, l'abbé Grégoire, et il y a eu quelques nobles, dont le chef de file était Philippe Égalité. Il va devenir ensuite Philippe Égalité. Alors, pendant la Révolution, il y a eu un événement important, ça a été la pétition du Champ de Mars, qui s'est terminée par une fusillade. Parce que, alors, la date, ça doit être 91, ça doit être le 17 juillet 91. Le roi s'est enfui à Varennes en juin. Le 14 juillet 91, c'est la fête de la Fédération, le souvenir. Et le 17 juillet, à l'initiative alors, de mémoire de Danton et de Marat, ils organisent une pétition pour demander la déchéance du roi. Je ne l'ai même pas précisé. Ah oui, demandant la déchéance du roi, voilà, ici. À l'initiative de Marat et de Danton, après la fuite du roi au Champ de Mars, on appelle les Parisiens à signer une pétition et à venir la montrer symboliquement au Champ de Mars, le 17 juillet 91. Et là, il s'est passé quelque chose de grave parce que la déchéance du roi, c'était quelque chose que n'approuvait pas Lafayette. Lafayette était commandant de la garde nationale, il était chargé de maintenir l'ordre. Ils ont donné les semonces nécessaires, le peuple de Paris n'a pas bougé, et l'ordre était donné d'ouvrir le feu. Alors on ne sait pas qui a donné l'ordre. Est-ce que c'est Lafayette était le commandant, donc c'était le responsable. Les coups de feu sont partis, il y a eu 100 morts. C'était une épouvantable tragédie, la fusillade du Champ de Mars. Alors que c'est des pétitionnaires qui venaient, bref. Donc ça aurait pu être évité. Je pense que là, Lafayette a une lourde part de responsabilité. Et on pense donc, pour revenir à Philippe Égalité, que c'est lui qui a donné l'idée de faire une pétition du Champ de Mars pour demander la déchéance du roi. C'était son cousin, le roi, quand même. Donc vous voyez, c'est un personnage contrasté, parce qu'il en a tellement fait, Philippe Égalité, qu'on se demande s'il était sincère. Ou est-ce qu'il faisait ça par opportunisme? Parce que quand même, son cousin, il aurait pu avoir des égards. Et un peu plus tard, alors, il prend le nom de Philippe Égalité, il choisit de siéger parmi les montagnards et pas parmi les Girondins, parce que logiquement, il aurait dû aller avec les Girondins, qui étaient quand même des modérés, bourgeois. Bon, non, il va avec les montagnards. Au procès du roi, il vote la mort. Donc là, j'ai bien mis 17 janvier 93, il vote la mort du roi, son cousin. Et Robespierre a dit de lui qu'il était le seul dont on aurait compris qu'il se défaussa de voter la mort de son cousin. On n'avait pas demandé de voter la mort de son cousin. Il vote la mort du roi. Et j'avais montré, moi, dans le précédent, quand on a fait la Révolution, le bordereau d'émargement où on voit Philippe Égalité vote la mort. C'est marqué sur le bordereau. Donc voilà. Parce que c'était un vote public. Hein. Ils descendaient un par un à l'Assemblée nationale, le 17 janvier 93, et ils disaient s'ils étaient pour l'emprisonnement ou pour la mort. Hein. Il fallait être courageux, hein, parce que c'était pas évident. Ils votent la mort du roi, mais un incident très étonnant s'est passé en avril 93. Le général Dumouriez, le grand général Dumouriez, s'était couvert de gloire en 92, après avoir conquis la Belgique. C'est le vainqueur, alors c'est le vainqueur de Valmy, Dumouriez, c'est le vainqueur de Jemmapes, la grande victoire de Jemmapes sur les Autrichiens. Donc Dumouriez, c'est le héros de la Révolution française. Sauf que Dumouriez n'est pas anti-royaliste. Et Dumouriez est scandalisé par alors que c'est un général qui a tous les honneurs. Il aurait très bien pu dire, accepter les honneurs. Il est scandalisé par le procès du roi, Dumouriez, et par l'exécution du roi. Quand ensuite il subit quelques défaites contre les Autrichiens en 93, au printemps 93, il essaye de demander à ses hommes de marcher sur Paris pour neutraliser les Jacobins et les sans-culottes. Ces hommes ne l'acceptent pas, il est désavoué par ses hommes et il finit par s'enfuir à cheval à travers champs pour rejoindre les Autrichiens, parce qu'il se dit, si je reviens à Paris, ils vont me couper la tête. Tout grand général Dumouriez qu'il a été, de la victoire de Jemmapes, etc. Dumouriez déserte en avril 93. Et qui sont les aides de camp de Dumouriez? Les 3 fils de Philippe d'Orléans. Il a 3 fils, dont Louis-Philippe, qui sont ses aides de camp, les militaires qui assistent le général, qui se sauvent avec lui, ils suivent leur général. Et donc on va reprocher à Philippe Égalité, toute égalité qu'il était,
d'avoir été le père de 3 traîtres. Il va être condamné à mort et exécuté en novembre 93 parce que ses fils ont déserté sur le champ de bataille. Et parmi ses fils, il y avait Louis-Philippe. Voilà. Alors il avait 19 ans, attendez, il avait 19 ans. Bon. À 19 ans, on suit le général, bon moi c'est pas, voilà. Il avait 19 ans. Et ses frères étaient plus jeunes. Je crois que c'était l'aîné, lui. Louis-Philippe qui se retrouve déserteur et donc pas très apprécié par les coalisés parce qu'il était quand même du côté de la Révolution au départ. Il le vit très chichement, de cours de mathématiques en Suisse, voilà. Il apprend que son père est guillotiné. Il vit comme un bourgeois très très près de ses sous parce que voilà, il est dans la gêne, quoi, hein. Il a une enfance difficile. Et il en garde un profond mépris pour la terreur et la dictature populaire, ça il ne leur pardonne pas, et une haine du fanatisme. Donc il devient prudent et pragmatique. Ce sera le roi bourgeois, le roi citoyen, parce que voilà, il a eu cette expérience de la vie, de la difficulté dans la vie, dans sa jeunesse. Néanmoins, il conserve des amitiés libérales, puisqu'il courtise l'opposition libérale, même sous Charles X, donc, parce qu'après il revient quand même en 1815, voilà, il revient après la chute de Napoléon, et il développe des amitiés avec les libéraux, alors que Charles X est un ultra-royaliste. Hein. Et finalement, cette attitude qu'il a, et puis la filiation dont je viens de parler et qui remonte à Louis XIV, font que, par hasard et par chance, il devient le successeur idéal, le roi qui exprime le juste milieu, parce que finalement, il va mettre tout le monde d'accord. Les républicains vont dire, bon, ben Louis-Philippe, d'accord, pourquoi pas, il a un passé quand même honorable, et les constitutionnels vont dire, ben, c'est parfait, pour nous, Louis-Philippe, c'est parfait. Je dirais, à l'exception des royalistes légitimistes, il réunit tout le monde. Son règne va commencer sous les meilleurs auspices. On verra, hélas, que ça va vite dégénérer, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais le règne de Louis-Philippe commence bien parce que c'est le successeur idéal à Charles X, on va dire, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, pour éviter que la France retombe dans l'affrontement entre factions, quoi, voilà, entre clans. Et après, il retrouve son héritage, parce que tu as dit que... Oui, oui. Il a mis beaucoup de temps, il a réuni sa fortune, et il a retrouvé une fortune, oui, il a récupéré sa fortune sous la monarchie de Juillet, même il a commencé sous la Restauration, hein, Les conséquences politiques des Trois Glorieuses. Donc les ultra-royalistes sont chassés, les libéraux modérés ont un double objectif, éviter le retour de la République dans sa formule radicale, parce que 93, on ne voulait pas que ça recommence, et éviter le retour des Bourbons, qui était synonyme d'absolutisme royal, hein, voilà. Je ne donne pas les détails, vous les avez, le comte de Chambord pouvait incarner le retour des Bourbons. Dans les deux cas, selon Lafayette, la France aurait été exposée au chaos. Le roi citoyen apparaît comme le meilleur compromis possible. On peut penser que Lafayette, qui aurait pu dire « moi je représente les Républicains, je me présente », alors ça aurait été le premier président de la République, hein. Ça aurait été une nouveauté. On peut penser que Lafayette a finalement fait passer son intérêt personnel après l'intérêt de la France et qu'il a pensé que Louis-Philippe serait mieux placé que lui pour gouverner la France. C'est peut-être à mettre à son crédit. Tout à l'heure, vous verrez que je suis assez sévère avec Lafayette, donc on peut dire ça maintenant. Et donc le rôle que Talleyrand joue avec Louis-Philippe, on peut dire que Lafayette a fait la même chose avec Louis XVIII. Lafayette a fait la même chose avec Louis-Philippe, sans pour autant qu'il y ait de contact, parce que Talleyrand avait rencontré souvent Louis XVIII. Ce n'est pas le cas de Lafayette. Lafayette, c'est le banquier Jacques Laffitte qui joue les intermédiaires. Donc, c'est un personnage important à ce moment-là, qui va devenir d'ailleurs chef du gouvernement. C'est Jacques Laffitte qui a le contact avec Louis-Philippe, et sur les conseils de Lafayette, amène Louis-Philippe à accepter de prendre toutes ses responsabilités et de présider au destin de la France. Alors, dans un premier temps, il est hésitant, il reste dans son palais royal, il ne sort pas, il attend de voir comment ça se passe. Évidemment, il ne prend pas de risque pendant la révolution des Trois Glorieuses, parce qu'il ne sait pas comment ça va tourner, ça c'est normal. Mais il reste en contact avec les meneurs de la gauche libérale qui sont à l'origine des barricades, et il a donc un bon contact. Il accepte, pour commencer, le rôle de lieutenant général du royaume. Alors ça, c'était un titre qui datait de la monarchie. Ce n'était pas un grade militaire, c'était un titre qui permettait à quelqu'un d'avoir les pleins pouvoirs pendant un certain temps, lieutenant général du royaume,
et puis on verrait comment ça évolue. C'était une mesure transitoire qui a été pensée à ce moment-là, et ça rappelle une vieille tradition romaine de la République romaine, donc 300 avant Jésus-Christ, parce que j'ai appris en lisant cette époque que sous Rome, quand la République avait un gros problème et qu'il fallait gérer les choses d'une manière autoritaire, on appelait un ancien général qui s'est découvert de gloire dans les champs de bataille, on le mettait au pouvoir pendant 6 mois avec les pleins pouvoirs, et on l'appelait le dictateur. Et oui, ça n'avait pas à l'époque une notion péjorative, ça voulait dire qu'il fallait un homme de poigne pour remettre le pays dans l'axe pendant 6 mois, et ensuite, quand il avait terminé sa mission, le général dictateur rendait le pouvoir au Sénat et retournait labourer ses champs dans ses nombreuses propriétés autour de Rome. Voilà. C'était une bonne formule, et il me semble bien que le général de Gaulle, en 1958, quand il a demandé les pleins pouvoirs pour 6 mois, a fait la même chose. D'ailleurs, il a été abondamment accusé de dictature par Mendès France et par Mitterrand, mais il a dit, pour redresser la France, il me faut les pleins pouvoirs. 6 mois. Bon, voilà. 58, de Gaulle a fait quelque chose comme ça. Donc le dictateur, ça a une origine assez intéressante, qui est donner les pleins pouvoirs à un homme qui va remettre le pays dans le droit chemin. C'est un peu le rôle du lieutenant général du royaume. Voilà. Je me rappelle un moment où De Gaulle avait fait cette référence, où il avait dit d'une interview célèbre, comment voulez-vous qu'à mon âge je devienne un dictateur? Oui, tout à fait, absolument. Oui, je me souviens bien de cette... Pourquoi voulez-vous qu'à 69 ans je devienne un dictateur? Tout à fait. Donc c'était en référence. C'était à peu près la même... Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup rire d'ailleurs les journalistes, quand il a dit ça. On les a sur l'INRA, tous ces discours-là. Oui, c'est le moment. C'est très agréable à revoir. Ouais. Voilà, il est lieutenant général du royaume. C'est le 31 juillet, à l'hôtel de ville de Paris, que Louis-Philippe reçoit officiellement cette fonction, accompagné par Lafayette sur les ovations. Lafayette place l'écharpe tricolore sur les épaules de Louis-Philippe, donc il y a beaucoup de symboles évidemment dans tout cela. Et le 6 août, il est couronné roi, mais en fait il est roi des Français, et c'est intéressant et non pas roi de France, parce que ça laisse supposer que les Français restent les souverains. Le peuple souverain, c'est les Français. Le roi des Français est chargé d'appliquer ce que souhaitent les Français. Ça ne remettait pas en question la souveraineté populaire. Ce n'est pas idiot de l'avoir appelé roi des Français. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et là, on revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est pas sur le balcon de l'hôtel de ville, mais sur le perron, parce que souvent, on va marquer le balcon. Et moi, j'ai regardé les photos, je me dis, il n'y a pas de balcon à l'hôtel de ville. Alors après, on apprend que l'hôtel de ville a été détruit sous la Commune, qui a été reconstruit, donc on cherche les photos d'avant, il n'y a toujours pas de balcon. Et finalement, c'est le perron, c'est pas le balcon de l'hôtel. Donc, c'est les trois marches que vous voyez là. Voilà, l'intronisation de Louis-Philippe. Alors, il avait quand même un beau petit studio à Paris, ce Louis-Philippe. Donc, le Palais Royal, c'est un des plus beaux palais de Paris. Voilà. Alors, construit par Richelieu en 1628. Au début, ça s'appelait le Palais Cardinal, dans le premier arrondissement, donc à quelques centaines de mètres du Louvre. Et c'est là qu'a vécu le jeune Louis XIV, avant d'aller à Versailles. Alors je ne sais pas s'il est allé aux Tuileries entre les deux, je ne me souviens plus. Louis XIV avec sa mère, la régente Anne d'Autriche. Mazarin était le régent bis, je dirais. Et là, si vous lisez les Trois Mousquetaires, vous vous régalez, parce qu'ils y sont là. C'est décrit par Alexandre Dumas d'une manière parfaite. Et 20 ans après aussi. Trois Mousquetaires, c'est Richelieu, et après c'est Mazarin dans 20 ans après. Et en fait, quand Louis XIV arrive à Versailles, Louis XIV donne à son frère Philippe Ier, qui est le fondateur de la dynastie des Orléans, qu'on a vu tout à l'heure, le Palais Royal, en 1692. Et c'est comme ça que le petit Louis-Philippe, beaucoup plus tard, est né et a grandi au Palais Royal. Maintenant, c'est le siège le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Culture et de la Comédie Française. Voilà. Et c'est une promenade des Parisiens. Des lois organiques de 1831 modifient légèrement cette charte de 1814. Oh là là, j'ai marqué 1914. 1814. Pour la rendre un peu plus démocratique. D'abord, la charte a été octroyée par le roi. Elle n'est plus octroyée par le roi. Maintenant, elle fait l'objet d'un contrat entre le roi, les chambres des députés et le peuple. Donc, c'est déjà
l'idée de contrat est plus démocratique. Le roi n'est pas roi de France, mais roi des Français, ça je l'ai dit. Le roi garantit la liberté religieuse, ça c'est important. Il fait comme Henri IV, hein, avec l'édit de Nantes, c'était la liberté religieuse que Louis XIV a supprimée 80 ans plus tard, c'est une catastrophe. Les chambres maintenant sont associées à l'initiative des lois, donc les députés jouent un rôle important en tant que pouvoir législatif. Et l'article 14 est supprimé. Alors l'article 14, aujourd'hui on dirait c'est le 49.3. Voilà. C'est le pouvoir du roi de légiférer par ordonnance si la situation du pays l'impose. C'est ce qu'a fait Charles X en 1830, ça a provoqué les Trois Glorieuses. Et donc là, cet article 14 de la charte est supprimé. Le pouvoir du Parlement est renforcé. Les parlementaires sont maintenant élus pour 7 ans. Mais ils sont renouvelables. Alors là, il y a une incohérence mathématique. Ils sont renouvelables par 5e chaque année. Alors ça colle pas, parce que 7 ans par 5... Moi, je pense qu'ils auraient dû faire par 7e, mais pas par 5 ans. Pas par 5e. Mais comme il y a eu des dissolutions de chambres avant les 7 ans, ça n'a pas joué de rôle finalement au niveau institutionnel. Mais c'est un peu une anomalie qu'on ait gardé le renouvellement par 5e sur une chambre élue pour 7 ans. Voilà. Ça ne correspondait pas au mandat. Le corps électoral est élargi à 170 000 votants. Bon, ça veut dire, alors le cens passe de 300 francs à 200 francs. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de gens qui votent, mais enfin, c'est quand même pas le suffrage universel. Hein. C'est quand même un pas. Ça faisait plaisir à pas mal de monde. Les élections législatives viennent au scrutin actuel, c'est-à-dire à l'époque on appelait ça scrutin d'arrondissement, mais ça veut dire en fait scrutin de circonscription. C'est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, comme aujourd'hui. On élit un député par arrondissement, qui vont devenir circonscriptions. Apparaissent les élections municipales, parce qu'avant il n'y avait pas d'élections municipales. C'était les rois ou les préfets, pas le roi, mais les préfets qui étaient nommés les conseillers municipaux. Là, ils sont élus. En revanche, le roi nomme les maires et les préfets nomment les maires pour les villes de moins de 3000 habitants. Mais enfin, l'élection municipale, c'est un nouveau pas dans la démocratie. Évidemment, il fallait une épuration sévère de tous les ultra-royalistes que Charles X avait mis dans l'administration. Les juges du parquet sont tous remplacés, 76 préfets sont remplacés, 65 généraux sont mis à la retraite. Donc il y a une épuration, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire une nouvelle politique avec des personnes nostalgiques de l'Ancien Régime. Et s'installe, on dit, avec Louis-Philippe, le règne de la bourgeoisie. Alors on arrive au premier gouvernement de Louis-Philippe. Ce premier gouvernement est un gouvernement libéral. 11 août 1830, c'est quand même moins d'un mois après les Trois Glorieuses. Hein. C'est 15 jours après, il n'a pas perdu de temps. Le banquier Jacques Laffitte est nommé chef du gouvernement, donc c'était le copain de Lafayette et de Louis-Philippe. Il choisit 11 ministres. Parmi ces 11 ministres, alors ce sont tous des modérés. Là, il y a des noms qui vont devenir célèbres. On a Casimir Perier, dont on va beaucoup parler. François Guizot également. Ce sont des ministres qui, pour l'instant, sont des modérés, mais qui vont devenir des conservateurs. Parce que quand il y aura les émeutes ouvrières dans les rues à Lyon et à Paris, là, ils vont redevenir conservateurs. On ne pourra pas tolérer les émeutes. Mais à ce moment-là, en 1830, ce sont encore des modérés. Les autres, on ne les connaît pas. Et il y a quand même 5 libéraux parmi ceux-là. Jacques Laffitte est ministre des Finances. Bon, lui, c'était un banquier. Victor de Breuil, ministre sans portefeuille, mais classé parmi les libérales. Dupont de l'Eure, qui représente un peu la gauche à ce moment-là. C'est un gouvernement modéré qui est mis en place, mais qui va se heurter à une crise économique et sociale. Ce sont des gens d'extraction bourgeoise, je dirais bien intentionnés, libéraux, qui sont conscients qu'il faut laisser les libertés s'exprimer, mais qui ne sont pas conscients des réalités sociales du pays. Parce que arrive à ce moment-là, on va en parler tout à l'heure et surtout la prochaine fois, la condition ouvrière, les premières manufactures avec des conditions de travail très très difficiles, et donc la pauvreté et la misère sociale va commencer à grossir. Alors que avant c'était les campagnes, quand il y avait des mauvaises récoltes, les paysans n'étaient pas contents. Bon, la classe ouvrière arrive maintenant, et en 1830. Et au début, ce sont des artisans d'ailleurs, ce n'est pas vraiment des ouvriers. Et la monarchie de Juillet n'était pas prête à... Alors, autant ils étaient d'accord sur les libertés individuelles, autant ils n'avaient pas pensé du tout l'évolution sociale.
Ils considéraient que les gens vivaient du fruit de leur travail et puis que s'ils ne gagnaient pas assez, c'était leur problème. Ce n'était pas le problème du gouvernement. Il n'y avait aucune sensibilité sociale dans les penseurs de la monarchie de Juillet en 1830. Même les libéraux, qui n'étaient pas des gens qui pensaient le social. Et c'est ça qui va créer de graves problèmes politiques sous la monarchie de Juillet, la dimension sociale des revendications. Quelle est l'origine, la nature de cette crise qui finalement a commencé en 1827 ? On ne s'en est pas rendu compte parce qu'avec les problèmes que posait Charles X, on ne s'est pas rendu compte finalement, on n'a pas pris conscience que la crise arrivait et qu'elle allait être assez violente. C'est une crise qui commence par être climatique et agricole et qui va devenir économique, industrielle et sociale. Alors pour la climatique, bon, c'est toujours pareil, les mauvaises récoltes consécutives, 3 années de suite, des étés pluvieux et frais, l'humidité fait pourrir les céréales, les printemps froids et humides retardent les semis et affaiblissent les récoltes, les vendanges sont catastrophiques en 1829, le vin est médiocre, le blé est victime d'un champignon appelé la rouille du blé, donc une accumulation de problèmes purement agricoles qui fait que le blé va augmenter, et si le blé augmente, le pain augmente. Et on sait que le pain, c'est la nourriture de base des pauvres en France. Les ouvriers, les paysans mangent du pain. Et le pain, c'est même, on avait vu, un tiers des dépenses alimentaires en francs, en valeur. C'était le tiers de la dépense alimentaire, ou la moitié, c'était le pain. C'était le pain. Donc, ça va immédiatement impacter les conditions sociales. Les exportations diminuent dans le vin et dans les textiles. L'industrie textile française qui était déjà fragile, c'était la soie à Lyon, les cotonnades à Roubaix, c'est surtout de l'industrie textile pour l'instant, subit une baisse de la demande, et donc si les chefs d'entreprise ne vendent pas, les salaires baissent ou ralentissent, les ouvriers qui sont mal payés et les autres ne sont pas recrutés, c'est-à-dire que c'est le chômage. Ça crée aussi à la fois une baisse des salaires et une augmentation du chômage. Charles X avait effrayé les investisseurs et les banques ne prêtaient plus, parce que là on remonte déjà à Charles X, 1827 jusqu'en 1830 c'est Charles X, donc on parle quand même du bilan de Charles X. C'est un peu ce dont hérite ce pauvre Louis-Philippe. Les entrepreneurs renonçaient à moderniser leurs ateliers parce qu'ils étaient inquiets de la politique de Charles X. Et ça va avoir des conséquences avec l'Angleterre qui va être plus compétitive que nous, notamment dans les textiles. Chômage, les grèves éclatent, l'agitation ouvrière grossit, et puis la masse des indigents grossit en ville. Les épidémies ravagent les quartiers les plus pauvres, il y a des épidémies de choléra, de typhus, de variole. La criminalité augmente aussi bien à la ville qu'à la campagne, parce que dans la ville, à la campagne, on attaque les convois de grains, et en ville, on détrousse les bourgeois de leurs montres et de leurs bourses, et puis voilà. Et l'eau potable manque en ville. Cette monarchie de Juillet, malgré les promesses politiques de l'intronisation du roi citoyen, etc., arrive avec un lourd passif de la Restauration et ne va pas être capable vraiment, sauf par une répression très dure, de régler le problème social. Ça, on va le voir aussi. On explique là comment ça se passe. Un petit topo sur Casimir Perier. C'est l'homme sur lequel compte. Il va succéder très vite à Laffitte. On va très vite voir que Laffitte n'est pas capable de. Laffitte, c'est pas un répressif. Donc il est tout de suite dépassé par les événements, et Casimir Perier va être l'homme fort du deuxième gouvernement de Louis-Philippe. Bon, alors, il a tous les atouts de son côté, on dit que c'est un personnage balsacien. Stendhal disait de lui, il était le plus beau des jeunes gens de Paris, sombre, sauvage, ses beaux yeux montraient de la folie. Donc c'est un personnage qui a un fort caractère. Il est le fils d'industriels et de régents de la Banque de France. Il se distingue quand il est jeune donc dans les campagnes militaires d'Italie. C'est un bon soldat, un bon officier qui a fait preuve de courage, qui a été apprécié. Il épouse une riche héritière, il a tout juste au début, il a tout compris. Il gère sa fortune familiale très vite et il devient, sa réussite sociale lui permet de devenir régent de la Banque de France en 1922, donc il était déjà sous la Restauration. Politiquement, il reste libéral, il est du côté de Jacques Laffitte, il défend la Constitution et les idées libérales. Clairement, Casimir Perier, au début de sa carrière, s'oppose au virage conservateur de la Restauration. Il est classé parmi les libéraux. Quand il prend la parole à l'Assemblée nationale, c'est la bête noire des ultra-royalistes parce qu'il est bon et il arrive à montrer toute l'incohérence de la politique de Charles X. Mais très très vite, Casimir Perier va se montrer critique et hostile à Laffitte par rapport à son manque d'énergie. Il ne supporte pas l'agitation, Casimir Perier. Il est libéral, mais il veut que la rue soit calme. Dès que les agitations commencent à
à émouvoir les rues à Lyon et à Paris, et il va devenir répressif et il va critiquer son chef de gouvernement. Mais il va devenir lui-même chef de gouvernement, on va voir tout à l'heure avec les canuts de Lyon. Alors là, il passe du côté répressif, en fait. L'exercice du pouvoir le transforme d'un libéral à un homme qui va plutôt être dans la répression et dans la réaction policière. Il va s'associer finalement à Adolphe Thiers, qui va être ministre de l'Intérieur, et organiser la répression des émeutes populaires à Lyon et à Paris. Ça, c'est en 1931. Je ne l'ai pas développé là parce qu'on va le voir tout à l'heure, plus en détail. Et finalement, Casimir Perier va être emporté par une épidémie de choléra. En 1832, il allait visiter un hôpital à Paris, alors que le choléra sévissait à l'arrivée de l'Asie. Il attrape le choléra et il meurt en 1832. Il n'a pas pu continuer son parcours. L'autre homme important dont on va parler, c'est François Guizot. Alors Guizot, c'est une personnalité différente. Déjà, on voit qu'il a un visage assez fermé, il est beaucoup plus rigide. D'abord, c'est un intellectuel, c'est un historien brillant, il fait des travaux littéraires très très approfondis, il va rentrer à l'Académie française, il sera ministre de l'Intérieur quand même, sous Louis-Philippe. Il incarne le parti de la résistance, c'est-à-dire un parti qui va s'opposer au parti du mouvement. Ça, on va en parler tout à l'heure après la pause. Deux partis vont émerger sous la monarchie de Juillet. Le parti du mouvement, qui donc représente la gauche libérale favorable aux réformes, et le parti de la résistance, qui va valoriser l'ordre conservateur bourgeois. Donc Guizot, qui est dans le parti de la résistance, comme Casimir Perier d'ailleurs. Sur l'instruction publique, il va généraliser l'enseignement primaire dans toutes les communes. Au niveau de l'école, il va jouer un rôle important. Et finalement, il va être balayé, mais à la fin du régime, Louis-Philippe va donc le laisser faire. Ça va provoquer la révolution de février 1948. Donc Guizot va être emporté par la troisième révolution française, qui est celle de 1848. Voilà. On va reparler de ces personnages. Là, les biographies arrivent un peu tôt parce qu'on n'a pas encore vu les événements, mais ça va venir. On fait la pause maintenant et on passe à la suite tout à l'heure.